Et c'est ce qui me fait, moi, être un grand partisan des internats. Longtemps, parce que je pense que c'est un espace de liberté. Qu'à certains moments, cette ambivalence liée à la dépendance va faire qu'on ne peut pas demander aux parents de tenir tous les rôles, en particulier d'être là derrière votre dos, parce qu'ils sont trop importants, pas parce qu'ils sont mauvais. Et que quand on est en attente de ses parents, oui, s'ils ne s'occupent pas de vous, on se sent abandonné, s'ils s'occupent de vous, on se sent persécuté. Quand c'est des tiers neutres comme à l'internat, on voit souvent les résultats scolaires remonter spectaculairement, tout coup, ça dépend quel internat, mais très franchement, je dirais près de 8 sur 10. Et des enfants qui quand ils viennent en famille, à nouveau se ressentent dans le plaisir de l'échange et pas obligés de faire la gueule toute la journée. Et que ça, il faudrait y penser. C'est-à-dire qu'à certains moments, la gestion de la distance, pas seulement entre parents, peut-être que dans les couples aussi, ça aiderait un petit peu. C'est pas où on est très bien, où on est très mal. C'est quelquefois, là, il y a des gestions de variation de distance, surtout quand on vit les centenaires. Mais, oui, c'est pas... Et on est un petit peu dans le trop. Si c'est bien, alors ça doit être bien, ou si c'est pas bien, c'est que c'est mauvais. Non, c'est qu'aussi on a besoin d'ouverture, de respirer, et de faire ses preuves. Ça, c'est ce que permet d'échapper au regard. C'est ce qui fait que tous autant qu'on est, on montrait plus facilement chez les parents d'un copain combien on avait été bien élevé à la maison qu'à la maison. Du coup, quand vous allez dire donner votre recette, pourquoi votre fils débarrasse la table chez nous, il a l'air joyeux et tout, on dit ça, vous faites erreur, c'est souvent pas bien. Voilà. Même les grands-parents, je ne sais pas comment tu t'y prends, parce qu'avec nous, c'est très... Et oui, parce qu'il n'y a pas la même dépendance, c'est tout. Et que quand on est très attaché à sa maman, arrive un moment où c'est insupportable de montrer qu'on est docile, qu'on obéit bien, qu'on fait ce qu'elle attend qu'on veut, parce que c'est too much. En tant que ça reste comme ça va. Et quand ça se traduit par des troubles plus importants, un peu de distance. Et c'est assez simple. Et puis au bout d'un certain temps, et cette distance, c'est celle qu'on va prendre effectivement dans ces jeux de rôle. Et là aussi, ce que je voyais aussi bien dans un cas comme dans l'autre, mais c'est plus spectaculaire peut-être la clinique Catherine Hervé, ce qui est quand même d'avoir, c'est que c'est l'activité réflexive qui est mise en route. Quand vous dites prenez le rôle tiens, faites votre père, qui était absent en fait, ou faites l'ami qui vous quitte, et que vous dites oui, je ne suis pas que je t'en veux, mais c'est que voilà, c'est comme ça. Ça, vous auriez du mal à vous le formuler tant que vous restez dans votre rôle. Quand vous vous mettez à la place de l'autre, c'est ce qu'on appelle en thérapie cognitive, enfin la théorie de l'esprit, mais c'est l'activité réflexive, qui est vraiment le propre de l'homme. C'est-à-dire tout d'un coup, je me mets à la place de l'autre, et bien oui, mais tant que je reste à la mienne, qu'est-ce que je sens? C'est que je suis malheureux. Donc quand tu es forcément méchant, si je me mets à la place de l'autre, je me dis, mais je ne veux pas te rendre malheureux, sauf que moi je ne veux pas non plus être malheureux, et que, voilà, et ça change. Si vous demandez, moi je le fais maintenant presque systématiquement dans ces dernières années avec consultation, surtout dans ceux qui sont du côté de la violence, de la délinquance, si vous étiez votre père, il y en a qui me disent, surtout dans des filles, oh mon Dieu, je l'empêcherai. Et vous, ah mais moi c'est pas du tout pareil, je ne veux pas que les parents n'en passent, parce que moi je gère ça, c'est mon droit, mais je l'empêcherai. Et si c'est votre petit frère ou votre petite sœur, ah non, je ne laisserai pas se mettre dans cette galère, mais vous me dites que ce n'était pas une galère. Ah non, mais non. Si c'est l'autre, on le voit différemment. Mais j'y dépends, c'est spectaculaire. J'ai même des gamins comme ça violents, je me dis, mais si vous étiez le juge, mais je ne suis pas le juge, je dis, mais quand même, si vous vous mettiez à la place du juge, le maximum. Vous venez me dire que là, il faudrait qu'il vous acquitte. Ah ben oui, non, mais le maximum. Vous leur demande quelquefois, vous êtes violent, alors pourquoi vous ne mettez pas dans des métiers où vous aurez peut-être l'armée, non mais je ne sais pas le niveau, etc., ou la police, surtout pas la police. Je dis pourquoi? Parce que je ne peux pas m'empêcher de pogner sur les jeunes quand ils me manquent de respect. Ça, je l'ai écrit dans la vidéo. Je ne le supporterai pas, ce manque de respect. C'est cette espèce de... Et c'est ça aussi qui est insupportable à vivre, de se rendre compte qu'on est dans des positions contradictoires. Moi, je crois qu'une des grandes violences de l'adolescence, là, c'est de sentir que rien ne va parce qu'on veut une chose et son contraire. Ça vous dégoûte de la vie. Et de même, il y a une chose, et ça rejoint les borderline, qui contribue à vous dégoûter de la vie, c'est les changements d'humeur. Et là, on reviendra à propos des structures, parce que quand même, on en sait maintenant,
beaucoup plus sur cette dimension de l'humeur qui est transversale, qui passe par toutes les structures. Et comment voulez-vous avoir confiance en vous quand vous vous réveillez en pleine forme, très gai, etc. Puis les petites contrariétés, un copain qui devait venir, qui ne vient pas, vous ne trouvez pas votre portable, et le sentiment que la vie ne vaut pas la peine, qu'il y en a marre, que vous ne choisissez pas. Mais c'est comme un tremblement de terre, c'est-à-dire que ça vous fait perdre confiance en vous. Comment je peux être là content, et 5 minutes après à me dire, mais qu'est-ce que je fous sur terre? Et ceux qui ont des troubles de l'humeur, je ne parle pas des grands maniaco-dépressifs qui passent de la mélancolie à la manie, mais même ces petites variations caractéristiques des borderline, quand même, ça contribue, c'est pas le seul facteur, mais ça contribue à assombrir le monde. Et d'autant plus qu'il y a ce contraste. Ah, j'étais bien, j'étais content, puis tout d'un coup, non, rien ne m'intéresse. Mais vous ne croyez plus en rien. Il y a quelque chose. Déjà, quand vous avez des parents qui ont ces variations de l'humeur, dont vous ne savez pas comment ils vont vous accueillir, entre ah, c'est j'ai vu, tu es là, on s'embrasse, etc. Et tu me déranges, tu me fais chier, qu'est-ce que tu as emmerdé encore, etc. Vous ne savez pas. C'est déjà. Imaginez ce que c'est pour un enfant d'assurer la continuité affective. Mais quand c'est lui qui varie comme ça de l'intérieur, il ne peut même pas accuser quelqu'un à l'extérieur. Il y a des moments où on s'assombrit plus qu'un autre, parce qu'on n'a pas le même tempérament. C'est-à-dire que le même événement va avoir une résonance affective très différente. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est très déstabilisant pour soi et pour les autres. Vous voyez, cet assombrissement, c'est quand il y a tout d'un coup cet effondrement narcissique qu'entraîne, mais l'humeur joue un rôle. Il y a un très beau texte, je trouve, qui est là-dessus, très très beau, dans cette collection de Christian Robin, qui s'appelle Le Trébat. Je ne sais pas si vous l'avez lu à propos où il se veut, dans cette collection qui s'appelle L'un et l'autre, c'est-à-dire pour montrer qu'en parlant de Saint François d'Assise, il parle de lui. Bon. L'un et l'autre, c'est la collection dirigée par Pontalis. C'est un petit texte, Le Trébat, qui est sur Saint François d'Assise, qui imagine donc Saint François d'Assise dans son humilité, c'est un texte splendide dans sa concision, et où il y a justement à un moment une phrase très vraie à propos de ses parents qui évidemment s'étonnent de son aveu de partir dans la pauvreté, de tout laisser, qui montre bien la dimension narcissique, c'est-à-dire tout d'un coup ça va assombrir. Mais on n'a pas les mêmes capacités d'assombrissement les uns et les autres. Il y en a pour qui, oui, dès que on fait des compliments du frère, eh bien, l'horizon de la petite sœur ou de la grande sœur va s'assombrir. Comme si c'est elle qui valait rien à ce moment-là, parce que tout d'un coup il est mis en valeur. Alors qu'on va dire, mais non, c'est pas le problème qu'on t'aime plus ou moins, c'est qu'à ce moment-là, on dit, tiens, il a réussi ça. L'assombrissement. Vous ne le choisissez pas. Et en plus, vous vous en voulez, en disant, c'est pas bien, je suis envieux, je suis vraiment, je suis moche, je suis. Oui, ben, sauf que c'est assombri. Et vous êtes plus sûr d'avoir le soleil. Donc ça, je crois qu'il faut qu'on l'ait en tête pour dire que c'est là où la dimension de tempérament, avec sa base génétique, va changer la couleur. Pour l'impulsivité, c'est pareil. Vous comprenez ? C'est ce qu'on disait ce matin quand Lazartigue est intervenu. C'est pas qu'il y ait une mutation des gènes, c'est que le style éducatif, le style de la société va favoriser. Vous comprenez, quand vous étiez emmailloté jusqu'à 1 an et demi, attaché comme ça, comme une momie, comme ça, et dans les trucs sévères, mais bonjour les inhibitions, ça, il y en avait. Mais il y avait moins d'hyperactifs. Alors maintenant, on a dit qu'à 2 mois, vous êtes comme ça, secoué dans l'arrêt et tout. Alors là, ceux qui ont des tendances hyperactives, ils mettent le feu à 2 mois, à 2 ans. C'est-à-dire que leurs possibilités génétiques d'hyperactivité vont être sollicitées par l'éducation actuelle, les vidéos, les machins, les trucs. Donc, ils sont intenables en classe. C'est là c'est-à-dire que le style éducatif va favoriser certains tempéraments, donc il y a beaucoup moins d'inhibés, c'est une chance actuellement, mais c'est un peu trop désinhibé pour les autres. Donc quand on dit comment ça, c'est pas génétique, il n'y a pas. Mais, sauf que le mode éducatif est en train de favoriser un style de réponse au détriment, enfin, à la place d'un autre. Alors, c'est pas la même chose, vous avez des enfants qui pleurent en disant moi je peux pas, je peux tenir 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il faut que je pince la fesse du voisin, je glisse l'oreille, je fasse une grimace, je ne peux pas. Et ils sont sanctionnés, ils sont machin, et effectivement, ils dérangent tout le monde. Et du coup, ils sont marginalisés, ce qui les angoisse un peu plus. Vous voyez, enfin, cet engrenage à ce moment-là.
Donc on voit bien, et là pour la génétique c'est pareil, surtout c'est plus vrai d'ailleurs la génétique pour la question de l'anorexie restrictive que pour la boulimie. Mais la boulimie par contre c'est la génétique des troubles de l'humeur et qui va se retrouver dans les borderline aussi, qui est plus en cause. Parce que justement il y a ces variations qui peuvent être cataclysmiques pour le sujet. Et moi je le vois bien au niveau de petits enfants, enfin, je vois inquiétude particulière quand même, enfin, on voit très bien quand on est petits-enfants, ceux qui sont dans le genre, effectivement, un peu obsessionnel, anxieux, ceux qui aiment contrôler, comme ça, et puis ceux qui sont comme ça, alors plus artistes, plus sensibles à des tas de choses, qui fait des dessins très colorés, mais qui a des variations d'humeur, et tout d'un coup, quand il fait la gueule, quoi. Mais il peut être charmant, adorable, avec d'autres, on a l'impression qu'on le tuerait sur place, il fera la gueule, pour rien, pour un truc à moi. Et il choisit. Oui. Il va falloir à la fois dans l'éducation, mais on ne va pas pouvoir lui appliquer la même chose qu'à l'autre. La variance, le maniement de la distance ne va pas être la même. Il va falloir qu'on fasse un effort particulier pour arriver à en parler, pour rire, pour... bon, je pense aussi pour des petites filles, bon, qui arrivent à lui dire quand elle se fout comme ça en rond, qu'elle part en claquant, qu'elle va s'isoler, qu'elle fait... Elle se plaint d'être mise de côté par ses cousins. Alors c'est elle qui va s'isoler. Voilà. Bon. Alors elle a passé l'après-midi à isoler, puis revenir en pleurant. On lui dit, puis elle va faire la même chose pour notre cousine qui arrive et qu'elle va pouvoir... Alors elle dit, tu vois, tu là. Alors toute cette activité réflexive, on peut dire, en parler, pas la gronder, dire, regarde, quand on est en dehors du moment aigu, en parler, dire, tu vois, quand même, c'est peut-être dur pour l'autre quand tu lui fais la gueule, que tu te la mets de côté, etc. Et toi, quand toi, tu te prives, comme ça, tu es passé toute l'après-midi dans ton coin à bouder, c'est dommage, on a fait des choses et tout. Tu vois, c'est dommage pour toi. Puis bon, en temps, on est quand même surpris, parce qu'un jour, elle me dit, mais tu vois, je suis revenu. Ah, oui, c'est vrai, tu es parti, tu es revenu. C'est-à-dire qu'on voit que l'éducatif peut renforcer, mais en même temps, il ne peut pas tout. Et qu'il y a quelque chose dans la prévention qui nous nuit, c'est de penser qu'on est tous pareils les uns les autres. Voilà. Ça, c'est un danger. On n'a pas les mêmes capacités à réagir émotionnellement aux événements. Si on ne tient pas compte de ça, on fait de grandes injustices. Et si on pense qu'en même temps que tout le monde est pareil et qu'on ne réagit pas de manière plus adaptée, eh bien oui, on fait des injustices, mais aussi on abandonne certains en disant, mais voilà, c'est parce qu'on l'a contrarié, on n'a qu'à pas le contrarier, tout ira bien. Mais non, tout n'ira pas bien, parce qu'il y aura toujours des contrariétés. On passe du temps à lui parce qu'il est important pour nous. Alors ça, on le retrouve tout le temps. Là, c'est là le point commun. Alors ça revient, je vais laisser la parole, parce que c'est dangereux aussi de me la donner, c'est que ça revient à la question qu'on évoquait tout à l'heure, les structures. Moi, je crois que la notion de structure, telle qu'on a connue à la belle époque, est en train de disparaître. Les anglo-saxons nous ont montré la voie. Alors, avec raison, parce qu'ils sont probablement plus pragmatiques, moins idéologiques que nous. Les plus pragmatiques, on dit que le pragmatique c'est une idéologie, c'est pas totalement faux, sauf que c'est quand même, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, on regarde ce qui se passe, on ne commence pas par regarder uniquement à la loupe de ce qu'on a envie de voir, on déforme beaucoup. Et que c'est vrai que maintenant qu'on est dans une société où les interdits n'ont pas le poids qu'ils avaient autrefois, la névrose, la structure névrotique disparaît. Que maintenant on discute tout le temps ce que vous dites, c'est-à-dire c'est des borderline. Mais c'est des borderline, quand vous prenez maintenant les cas que dit par les Freud, les cas d'hystérie ou de... Maintenant, ils seraient tous classés borderline. On ne parlerait pas de névrose. Ce qu'on voyait de la névrose, c'est-à-dire du conflit intrapsychique, c'est des structures où il y avait des interdits très forts. Alors là, ce qu'on voit, plus vous avez d'interdits, plus vous voyez le désir. On m'interdit ça, alors ça c'est important. Et si je pouvais, vous verriez ce que vous verriez. Et ça laisse le temps de mûrir. Maintenant, on dit, tu veux ça? Vas-y, mon petit. Ah ben attendez, je ne sais pas ce que je veux. Je veux ça et son contraire. Et je ne sais pas si j'ai les moyens de mes envies. Et je voudrais bien avoir telle ou telle chose, ou avoir telle ou telle conquête sexuelle, ou avoir... Je ne sais pas si j'ai les moyens, ou je vais être abandonné. Vous voyez comment la disparition des règles fait monter une problématique de la dépendance. Moins d'interdits, plus de problématiques narcissiques. C'est pas que les enfants sont plus narcissiques que nous, ils sont peut-être moins sur le fond,
mais c'est que la problématique narcissique est beaucoup plus suscitée, sollicitée par une société plus libérale. La liberté, c'est une épreuve pour les ressources personnelles, parce qu'il faut faire des choix. Les structures coercitives, ça renforce le conflit interne et la culpabilité. Il est interdit de faire ça, et voilà, donc les problèmes tournent autour de l'envie. Mais l'illusion, ça a été de dire, eh bien, n'ayons plus d'interdit, vous verrez comment on sera heureux. C'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est plus profond que ça. Et on voit qu'à ce moment-là, c'est toute la problématique de l'insécurité, de la dépendance, mais qui était déjà derrière ceux qui avaient de grandes difficultés de type névrotique, et en particulier des symptômes. Il y avait derrière des troubles, une vulnérabilité narcissique. Et c'est la différence que je vous disais entre un symptôme, faire des TOC. Et les TOC, ça se retrouve aussi de manière transversale. Pour retrouver des TOC, c'est pas du tout synonyme de névrose. Les TOC symptomatiques, vous les trouvez dans les troubles de l'humeur, dans les grandes anxiétés de séparation, et vous les trouvez dans les psychoses. Et les psychoses, va-t-on continuer à parler de psychose? On parle déjà plus de névrose dans la classification internationale, mais de conflits, oui, de conflits, de troubles de la personnalité, mais plus de la névrose. Et on ne va plus parler de la psychose, c'est déjà fait pour la psychose maniaco-dépressive, c'est disparu. Hein, c'est les troubles de l'humeur, et à juste titre, et les troubles de l'humeur, c'est transversal. Et je pense que de la psychose, on disait est-ce que c'est des psychotiques, on va voir que c'est un spectre très large et que c'est une désorganisation de niveaux différents, souvent associée à des troubles de l'humeur, une désorganisation de la capacité à traiter les émotions, où les éléments là, biologiques vont jouer un grand rôle, des vulnérabilités, mais accrues par exemple, quelque chose qui semble un facteur psychotigène, c'est bien sûr, outre les drogues, notamment le H, mais c'est probablement aussi le niveau émotionnel dans la famille. C'est-à-dire des familles à haut niveau d'expression émotionnelle sont un facteur de grande perturbation pour des enfants fragiles qui ont déjà une difficulté à traiter, à organiser les émotions, c'est-à-dire à les relier au niveau des capacités de contrôle qui sont frontales. Et à ce moment-là, la zone carrefour des émotions, on s'aperçoit notamment par les IRM, chez ceux qui ont des troubles, notamment dans le schizophrénie, que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un appauvrissement, c'est un court-circuit généralisé. C'est-à-dire qu'une émotion, quand vous faisiez voir des images qui suscitent des émotions à quelqu'un qui est schizophrène, eh bien ça va filer dans tout le cerveau. Voilà. Au lieu de filer, d'être traité par le lobe frontal qui va sélectionner en fonction de la mémoire, des expériences, c'est-à-dire ça va toucher les zones sensorielles, toutes les hallucinations d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va voir qu'au moment où il y a une émotion, mais la zone pariétale, la zone occipitale, ça va filer partout, une sorte de court-circuit. Et où là, il y a probablement des processus très tôt de difficultés, où il y a une part génétique, une part aussi événementielle pendant la grossesse, et une part de surcharge émotionnelle pendant l'enfance. Voilà. De stress, et qui a un effet, semble-t-il, qui pourrait avoir, on n'en est qu'au début, mais des effets. Ouais. C'est-à-dire que je crois qu'on ne parlera plus, ce qu'on a pu dire, voilà, vous avez une structure psychotique et vous le resterez, et que finalement, on a un mode de fonctionnement psychotique à un certain moment, oui, comme le patient dont je vous parlais, qui là peut pas, dès que ça associe comme ça à quelque chose de sexuel, ben, ça dérape un peu, il se met à bon, et qui sur des tas de niveaux fonctionne bien, symbolise, et il y a des très bonnes activités. C'est-à-dire, on ne peut pas dire le psychotique, c'est celui qui n'a pas accès à la symbolisation. Il aura des difficultés de symbolisation chaque fois que ses émotions sont mises en cause. Mais quand il n'y a pas d'émotion, il pourra fonctionner très très bien. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de grands mathématiciens et même aura une certaine surinvestissement des éléments cognitifs parce que justement, il n'y a pas d'émotion en jeu dans ce domaine-là. Ils vont surinvestir ce domaine sur lequel ils fonctionnent bien. Puis dès qu'ils se retrouvent dans des relations affectives, ouais, ça se met à... Voilà, il y a du parasitage comme dans le micro. Et ça file dans le cerveau. Et alors là, ils se mettent là. Ils ne peuvent plus contrôler. Et alors, ça ne rend pas l'importance d'entourage moins important. Ça le rend plus important parce qu'ils ont moins de capacité de régulation. Donc, vous voyez comment un événement qui a un trouble qui est lié à des contraintes biologiques, il va nous rendre plus dépendants de l'environnement. Moins nous avons de capacité de sécurité interne, plus l'environnement va compter, pas le contraire. Parce que c'est nous qui allons devoir ajuster la distance émotionnelle parce qu'ils ont du mal à le faire.
Donc il n'y a pas d'opposition entre oui, c'est génétique, donc il n'y a plus rien à faire. Pas du tout, c'est pas prêt. Ça va rendre au contraire un petit peu plus difficile l'adaptation, parce que ça va pas se faire aussi facilement chez quelqu'un qui traite ça tranquillement. Ouais. Et là, il s'adaptera assez bien à des milieux assez variables, et voilà, ça n'affectera pas trop l'autre, oui, ça va l'affecter. Donc on voit cette vulnérabilité, mais on n'est plus dans, à mon avis, l'anorexie, elle est psychotique, elle est névrotique. Oui, il y a des sujets qui ont plus de capacité de liaison, de tranquillité, qui sont moins en insécurité, mais le fait d'être dans une conduite anorexique fait qu'au bout d'un certain temps, il y a un appauvrissement, et ce qu'on fait, vous disiez ce matin, nous fait un problème. C'est qu'au bout d'un moment, la chronicisation de l'anorexie est pathogène. C'est qu'au bout d'un moment, quand on est obsédé par quelque chose, que ce soit, on est tous pareils quand on est obsédé. Et que ce soit par la nourriture, ou par la peine, c'est en train de parasiter notre fonctionnement. Et si on fonctionne trop longtemps comme ça, il y a des mécanismes biologiques qui se mettent en route et qui nous obligent à fonctionner ainsi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, rien ne ressemble autant à un anorexique qu'une autre anorexique, un drogué qu'un autre drogué, un alcoolique qu'un autre alcoolique. Ils vont mieux, et vous apercevez qu'après, vous avez des personnalités qui ont des points communs, mais qui ont des grandes différences aussi. Ces différences, elles s'abrasent avec le symptôme. Si vous voyez quelqu'un prisonnier de ses tocs, toute la matinée, oui, il va ressembler à un autre toqué. Un autre toc. Qu'il soit chinois, qu'il soit partout, vous voyez. C'est-à-dire que ça appauvrit le trouble psychiatrique. Donc ne romantisons pas le trouble psychiatrique. C'est un appauvrissement. J'ai des sujets qui, en plus, sont en général particulièrement potentiellement riches parce qu'ils sont sensibles, mais ce n'est pas la même chose. Et leur trouble risque de les appauvrir.